C'est bon? Est-ce qu'à la maison, on voit ma souris bouger? Yes. Donc, bonsoir mes amis. On a une belle soirée ce soir de présentation. J'ai eu plusieurs questions durant toute l'année regardant un traitement d'image qui va être somme toute très sommaire. Okay? Moi, des fois, là, quand je prends une image puis je commence à la traiter, je peux passer plusieurs fois 4 heures dessus. Pourquoi? Parce que je vais faire quelque chose, puis ça va donner un certain résultat. J'enregistre tout le temps mon process du début jusqu'à la fin. Puis à un moment donné, je suis à la maison, puis je me dis, ah shit, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Peut-être que ça va ajouter quelque chose. Ou, ah ouais, je vois encore des défauts dessus. Fait que tant qu'elle n'est pas à ce que tant que je n'estime pas que je suis au maximum de ce que je peux faire, je retourne plus loin, un peu avant, puis je recommence de ce point-là, puis je continue après. Fait que j'ai beaucoup de tatouinage pour voir l'image finale. Là, je sais que c'est pas beaucoup de monde qui font comme ça. Très grosse majorité des gens, généralement, c'est comme on dit, le premier draft, c'est celui qu'ils vont montrer à tout le monde parce que ça leur tente pas de commencer à faire de niaiser pendant très longtemps. Oui. Quand il y a quelque chose qui fait mon affaire, je travaille encore. Si c'est encore meilleur, zéro, je change. Donc, quelque part, entre la première publication et l'autre après, ça a changé. Absolument, oui. C'est ta fausse représentation au départ. Fake news! Et en même temps, on s'est dit la work in progress. Je les avais vus, les deux, Absolument, c'est moi, personnellement, le premier et c'est le plus gros conseil que je peux donner à tout le monde, c'est d'aller à son rythme et de sa façon. Il n'y a pas une seule façon de le faire, puis il n'y a pas une meilleure façon de le faire qu'une autre. On va voir des gens, si on peut le dire, c'est comme plus avancés, qui sont au même niveau. Tu vas demander, par exemple, à Roger Ménard qu'est-ce qu'il fait, puis tu vas demander à Abdel qu'est-ce qu'il fait, ou à d'autres personnes qui font beaucoup d'astrophotos, puis tu vas voir que tu es comme, OK. Le cheminement est à peu près pareil, parce que tu sais, quand même, c'est des valeurs mathématiques, donc les maths sont là. Mais les équations utilisées pour arriver à la fin peuvent différer d'une personne à une autre. Il y a des gens qui travaillent plus d'une façon que d'une autre, mais le cheminement en général, c'est toujours à peu près la même affaire. Donc, aussi, ça c'est quelque chose d'important, aujourd'hui, exceptionnellement, OK, je prends moi la route à 1h du matin. Fait que j'ai envie de rentrer à la maison pour roupiller pour un petit peu avant d'aller m'embarquer dans le camion. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, on va finir à 9h30. Et je sais qu'il y aura beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt. Donc, on va probablement comme juste planer par-dessus la pause. Puis on en parlera. Puis les gens en salle, ben, ils parleront après de 9h30 jusqu'à 10h. Là, ben, vous ferez votre jazette à ce moment-là. À n'importe quel moment, vous m'interrompez pour poser une question. C'est l'objectif un peu de l'exercice aujourd'hui. Vous avez vu, la rencontre, elle est enregistrée. Donc, vous allez pouvoir la retrouver encore sur YouTube pour, si vous avez envie de rester à la maison puis avoir votre ordi puis de recommencer les étapes puis voir les affaires. Parce qu'on va se dire quelque chose. Oui, on a un super projecteur, mais il a très peu de contraste par rapport à la réalité que moi j'ai ici devant moi. Fait que, c'est quelque chose qu'il faut que vous gardez à l'esprit. Quand ça va être rendu sur YouTube, ben, ça va être encore plus laid. À chaque fois qu'on le transfère quelque part, ça commence à en perdre du détail de plus en plus. Attendez, je vais en mettre sur Facebook. Très bien. Donc, avant que moi je commence, j'aimerais quand même rester sur notre beat d'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'important à nous avertir? Non? Wow, OK. Si vous mettez la pression, c'est tellement attendu que personne ne veut bouger. C'est excellent. OK. Donc, j'y vais. Les photos que j'ai aujourd'hui, c'est des photos de Jean-Marc. Donc, fait avec sa caméra Canon ben normal, avec son télescope ben normal, avec pas de guidage ben normal. Tu fais pas de guidage, Jean-Marc?
Voilà, le suivi de la monture exclusivement. Parfait. Et voilà. PixInsight, ça vaut 240 €. C'est pas... OK. Je vais commencer déjà par défendre ce point-là. PixInsight, il y a beaucoup de logiciels. Pour arriver à une photo que tu fais juste PixInsight, si tu prends d'autres logiciels, tu vas être obligé d'utiliser plusieurs logiciels pour y arriver. Si tu prends les add-ons de Adobe pour pouvoir l'avoir, par exemple, pour retirer le bruit, réduire les étoiles, il y a beaucoup de process qui se font. Sur Adobe, c'est à peu près 140 $ de add-ons que tu dois payer pour pouvoir les ajouter. Qui ne sont pas gratuits, ces add-ons-là. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire d'astrophoto, ça, c'était la première question que je me suis posée. J'étais comme, ben, tu sais, il y a, dans ce temps-là, quand on revient comme 6 ans en arrière, PixInsight, c'était encore une chasse gardée, là. C'était comme comment ça s'appelle? C'est un country club, là. C'était très peu de personnes qui y allaient. Puis ceux qui y allaient, ils l'utilisaient à mort. Puis l'information, elle n'était pas beaucoup partagée. Donc, quelqu'un de débutant qui commençait, c'était très difficile de trouver une information de qualité, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs, peu importe dans la langue dans laquelle tu regardes, c'était difficile de trouver de l'information. Il s'est énormément démocratisé. Là, c'est rendu presque tout le monde s'en sert. Pourquoi? Parce que les gens qui utilisaient Photoshop, une fois qu'ils ont utilisé PixInsight, ils n'utilisent plus que PixInsight. Une fois que tu comprends c'est quoi PixInsight, tu comprends c'est quoi la plus-value qu'il y a dans la justification du prix, en fait. Parce que si tu prends une licence de Photoshop, je sais pas combien que ça coûte, mais ça doit facilement valoir une bonne centaine de dollars. Puis moi, je me souviens, quand je voulais l'acheter, ils ne vendaient pas un genre de licence à vie. Ils vendaient juste une licence par mois, puis c'était quelque chose comme 30 $ par mois. Fait que là, j'ai calculé, je me suis dit, bon, pendant combien d'années je vais faire de l'astrophoto? Plus qu'un an, OK, plus que 360 $, merci, au revoir, OK, on achète PixInsight. C'est vraiment le calcul simple que j'ai fait. La chose, Photoshop, c'est facile de tomber sur une version tombée du camion. Mais moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça parce que 360 $ par année pour quelqu'un qui fait zéro argent avec ça, moi, je trouve que c'est ridicule. Moi, personnellement, d'ailleurs, même à PixInsight, je l'aurais écrit, puis je me suis chicané avec le bonhomme le programmeur principal de ce logiciel-là. Pourquoi? Parce que, je l'avais écrit, puis j'ai dit, OK, je suis dans un cube d'astronomie. Ça fait comme 2 ans en arrière. Je suis dans un club d'astronomie et tout. On aimerait faire tirer de tes licences. On aimerait en avoir une sur notre ordinateur du club pour pouvoir le partager avec les membres et tout. J'ai dit, c'est beaucoup des débutants. C'est pas du monde qui vont publier leurs photos dans des magazines ou quoi que ce soit. Et il m'a référé à une portion de ses termes et conditions qui disait que s'il se rendait compte qu'une version était achetée pour l'utilisation d'un club, elle allait être révoquée. Donc, moi, quand il m'a dit, moi, vous connaissez la belle bouche que j'ai, là, c'est Oath Sacrifice. Il est passé pour de vrai, lui. Ouais, je l'ai. Puis c'est un Espagnol d'Espagne. Puis je connaissais pas assez d'insultes en espagnol, fait que je suis parti voir un de mes amis qui m'a traduit plein d'insultes. Je lui ai écrit un texte d'insultes en français, puis je lui ai dit, traduis-moi ça, s'il te plaît, en espagnol, copy-paste, puis je lui ai envoyé. Ça m'a mis hors de moi. Pourquoi? Parce que ici, je suis en train de voir le monde qui est ici, le monde sur YouTube, je sais qu'il y a personne qui a fait de l'argent avec du PixInsight. Personne. Même pas comme un peu, même pas un genre de 5 $ là-dessus. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment pas juste de mettre un logiciel tellement cher. Il y a d'autres compagnies qui ont des logiciels comme ça. Prism, par exemple. Prism, quand ça a commencé, les premières années, quand ils ont relancé la version 10 de Prism, elle valait, c'était, je pense, si je me souviens, j'ai pas envie de dire des conneries, mais je me souviens pas parce que je l'ai payé 700 $ canadiens ou 700 $ US. Je l'ai payé dans un des deux prix, 700 $ canadiens ou 700 $ US. Je me souviens plus quel des prix que j'ai payé, mais quand ça a commencé à être de plus en plus populaire, et les étudiants astronomes ont commencé à dire comme, OK, on a besoin de ce logiciel-là pour l'école, mais tu es étudiant à l'université, tu n'as pas d'argent pour payer 700 $.
Presque, tu vas au McDo pour voler le ketchup et la moutarde. Fait que, c'est pas, on a tous été allés, ben, pas tous, mais on a une grande partie, tous ceux qui sont partis à l'école, ils ont vu ça, puis tu le sais, c'est pas le temps de commencer à dépenser des 700 $ sur des logiciels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti des versions avec moins de trucs dedans. Et leur version de base, elle est déjà tout inclus. Il y a déjà tout dedans. C'est juste que tu ne peux pas faire de la photométrie, par exemple, là, avec. Tu n'as pas de logiciel de photométrie. Tu es capable de contrôler seulement une caméra avec deux caméras, pardon, avec une monture, un focuseur, un rotateur. Les versions des autres, ben, tu peux contrôler 3 ou 4 caméras, 2 dômes. Ben, quand tu as ça, effectivement que ça ne te dérange pas de payer 700 $ une version d'un logiciel. Tu as 2 dômes, 2 télescopes, 4 caméras, 2 rotateurs de champ, 2 caméras de guidage. OK, je ne m'inquiète pas pour toi. On devrait même te charger un peu plus pour pouvoir le charger moi aux autres. Mais en tout cas, ça, c'est le truc. Mais quelqu'un qui veut commencer à faire de l'astrophoto puis du traitement d'astrophoto, ça reste que le logiciel, il est solide. Il est très, très solide. Il est génial. Le logiciel, il est génial. C'est juste OK, je ne veux pas le dire. Le X qui l'a fait, il se prend pour quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Le seul vrai problème de ce logiciel-là, c'est ça. C'est ce bonhomme-là. Parce que, tu sais, je veux dire, sinon, après ça, le logiciel, il est solide. Il y a alors là, c'est rendu avec des tutoriels de giga débutants, avec une photo tout croche, jusqu'à comme giga avancé, que tu es capable de faire plein d'affaires. Moi, je me souviens, les premières vidéos que j'avais trouvées sur YouTube de ça, je prenais mes photos, puis je suivais leurs étapes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, comme j'ai dit tantôt, les gars qui faisaient ces tutoriels-là, c'est tout du monde ceinture noire 25 dan. Puis moi, j'étais jeune padawan, j'avais même pas de ceinture. J'étais pas encore assez bon pour avoir le droit d'avoir même la ceinture blanche. Fait que là, quand je suivais les étapes, puis là, je me disais, c'est quoi l'affaire? J'ai fait exactement ce qu'il vient de dire, puis le résultat, il est comme très, très loin. Pourquoi lui, quand il enlève le background, c'est noir, moi, c'est comme avec plein de cochonneries à gauche et à droite. Enfin, ça fait plein de belles jokes. Ma femme, elle a beaucoup ri de moi. Mais le 10 mai, dans la cour arrière à Laval de Jean-Marc. OK. On va commencer une petite chose. On va aller regarder ces photos. OK? Attends un peu, je vais retrouver juste ça ici. Là, M92, on va laisser CR2. La première, elle est là. La dernière, elle est là. Est-ce que tu avais un fil? Non. OK, merci. La caméra, elle n'est pas défiltrée, elle n'a pas de filtre supplémentaire. Et c'est pour ça que j'ai pris les photos de Jean-Marc, parce que la dernière fois, quand j'ai pris mes photos à moi, je m'étais dit, OK, c'est peut-être pas fair. Pourquoi? Parce que c'est une photo avec des poses de 10-15 minutes en narrowband, guidée. J'ai beau être à Laval, ça donne des résultats qui... quelqu'un qui regarde ça puis qui comprend pas c'est quoi tout le matos qu'il y a en arrière, quand il va faire de la photo, après sa première photo, il va dire « Ah, je suis trop proche à faire le traitement », puis il va abandonner. C'est pas fair, c'est pas quelque chose de juste pour lui parce que la qualité de photo à la base, sans aucun traitement, elle est déjà extraordinaire. Tu fais juste corriger des petites affaires. Pendant que ça s'ouvre, je vais profiter pour... Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Quelle sorte de fichier que tu es en train d'ouvrir là? Tu fais tout ça pour ouvrir une seule photo? Non. OK, non. Là, je viens d'ouvrir toutes les photos de Jean-Marc, mais là, je ne sais pas exactement combien que j'en ai sélectionné. C'est voilà, exactement. C'est toutes des... Ah oui, OK. J'ouvre une batch de photos. La chose qui... Au début, j'avais 25 secondes. 25 secondes de temps d'exposition. J'ai 10 expositions, je pense que 12 expositions. 10 ou 12 photos de 25 secondes chacune, à 1600 sur les 680.
La chose qui est très importante, si j'aurais ouvert des images JPEG, ça aurait déjà fini de l'ouvrir. Pourquoi est-ce qu'on prend la photo RAW? Parce que quand c'est le format RAW, CR2, pour les Nikon, c'est quoi? C'est hein? NEF, NEF pour Nikon. Pourquoi est-ce qu'on prend ces formats-là? Parce que chaque pixel a une valeur réelle, une valeur numérique de photons réelle. Elle n'a pas été compressée, elle n'a pas été changée. Donc, c'est par exemple de 0 à 64 000. 64 000 étant 1, saturé, 0 étant, bien évidemment, 0 éteint complètement, et 64 000 valeurs entre les deux. C'est pas vrai que c'est 64 000, mais je rentrerai pas dans le détail de pourquoi 64 000, mais pour l'exemple, on va dire que c'est une... Exactement. Donc, on va juste dire que c'est 64 000, c'est plus facile, puis ça va être ça que vous allez voir partout sur Terre. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que pourquoi on prend... Si on prend JPEG, automatiquement, à la place d'être 64 000 plages de noir, ça va être rendu 10 000 plages de noir. Donc là, ça veut dire quoi? On perd énormément de contraste. C'est encore travaillable, mais on peut faire moins de modifications dessus et les modifications, elles vont être beaucoup moins prononcées. Tu sais, l'image du début puis l'image à la fin, ça va rester quelque chose de pas semblable, tu sais, mais tu vas pas être capable de l'améliorer autant. Aussi, vous allez voir que j'ai pas demandé à Jean-Marc de dark, de bias, de flat, de X, de Y, deux choses. Les dark, ça sert à quoi? Ça sert à corriger le bruit d'un capteur à une température donnée pour une durée donnée. C'est quoi ça du bruit? Le bruit, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on veut pas entendre. C'est ce qu'on veut pas voir dans une image. Ça représente quoi le bruit? Ça représente le signal que la chaleur émet sur le capteur. On prend ça une image simple, là, tu sais. Donc, quand... C'est deuxième image. Voilà. C'est exactement. Ça, c'est le signal que le capteur, lui, il va créer juste à cause de la chaleur qu'il dégage. Elle se refroidit pour diminuer ce bruit-là. Et étant donné qu'elles sont refroidies, donc on est capable de contrôler la température du capteur. Donc, le bruit reste pareil. Et quand je vais dire le bruit, c'est pas chaque pixel de bruit qui est allumé, il est allumé pareil. C'est juste que la répartition du bruit et le niveau général du bruit, il est pareil. C'est comme maintenant si je mets du Beethoven à 100 décibels, puis là, j'ai mes enfants qui sont en train de courir à côté de moi puis crier à 50 décibels, je veux éteindre le bruit de mes enfants. Fait que là, ce que nous, on veut avec les dark, c'est évaluer c'est quoi le bruit des enfants. 50 décibels. Donc, on va diminuer de 50 décibels. L'objectif, c'est quoi? C'est de diminuer 50 décibels le bruit des enfants en gardant le maximum le bruit de Beethoven. Donc là, on a dit si lui, il est à 120 décibels, on veut avoir le meilleur signal, le meilleur ratio signal-bruit. Donc, si on va mettre 100, là, 100 décibels, mes enfants crient à 50 décibels, c'est le signal bruit, c'est quoi le ratio? 1 sur 2. Donc, c'est 50% de mon image, c'est du bruit. Donc, si je suis capable de garder le signal le plus proche de 100, mettons à 80, puis puis mes enfants, eux autres, je descends leur bruit à 20 décibels, donc 20 sur 80, on est rendu à un quart du bruit. Donc, on vient déjà de diminuer le bruit de 2 fois. Donc, on est capable de mieux entendre Beethoven, même si eux, ils sont encore en train de courir. Le saint graal de l'astrophoto, c'est d'arriver à une image avec 0 bruit. OK? C'est très difficile à faire avec des caméras, comment ça s'appelle? Des caméras avec pas de contrôle de température. Les capteurs sont devenus très bons. Les capteurs sont beaucoup moins bruyants qu'avant. Moi, j'ai une vieille S-Big, puis ça fait du bruit pour de vrai. Ça, tu vois un pixel allumé comme une étoile. Les premières fois que je prenais des photos avec elle, elle a aussi un shutter mécanique. Mais là, le shutter, moi, ceux qui me connaissent le savent, je suis un gars bricoleur, s'il vous plaît. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu cette caméra-là, je l'ai démontée. Et quand je l'ai remonté, le shutter, il y a une vis qui bloque sur le moteur, là. Puis je l'avais mal serré.
Fait que là, la pauvre caméra, elle essayait de faire tourner le shutter, mais moi, ça marchait pas. Parce que le moteur, il tournait dans le vide. Donc là, le shutter, il est resté sur place. Puis là, le pignon, il tournait tout seul. Qu'est-ce que ça faisait? Je prenais des photos, puis là, moi, je pensais que j'étais en train de prendre une super photo de je sais pas trop où, là. Là, je prends les photos, puis là, je sursautais partout. J'étais comme, oh yes, yes, yes. Puis je voyais rien. Mais je voyais juste comme des petits points blancs qui étaient allumés. Moi, je pensais que c'était des étoiles. Mais non, c'était du bruit. C'était juste des gros pixels allumés. Une autre technologie avait, beaucoup plus bruyante et beaucoup plus contrôlable, enfin, avec un bruit beaucoup plus apparent. Fait que les caméras d'aujourd'hui, le bruit, il est quasi invisible. En fait, le bruit, il va être reconnaissable pour quelqu'un qui, tu sais, quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il regarde. En fait, quelqu'un, quand je dis quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui fait de l'astrophoto, c'est quelqu'un qui fait de la photographie en général. Il va être capable de regarder une photo et de dire, ah ouais, effectivement, ici, il y a du bruit. J'ai un de mes amis qui, lui, est photographe professionnel, qui m'a parlé du plus gros challenge de l'astrophotographe. Il est venu faire avec moi de l'astrophoto. À un moment donné, il voulait grossir son portfolio, puis il a acheté de l'équipement, comment il s'appelle, comme le tien, c'est un Star Adventurer, avec sa caméra et tout. Il a des très belles, il a de très belles lentilles, évidemment, le gars, c'est son travail. Et il est parti, puis on faisait du gros champ. Et quand ça a terminé, il faisait une photo, il faisait son traitement de photographe. Puis il me l'a envoyé, puis je dis, man, t'es sérieux, bro? Il te manque tellement, il manque tellement de détails. Je vois le détail qu'il peut y avoir. Et là, il me dit, OK, ben, tu sais, c'est une journée, il s'est assis à côté de moi, puis on a commencé à faire le traitement d'image. Puis là, je commence à faire des affaires, puis il me dit, oh my God. Puis là, je sortais du détail, puis je dis, ah, tiens, regarde ça, puis tiens, regarde ça. Regarde là, puis c'était la nébuleuse, pas la nébuleuse, mais plutôt la constellation d'Orion. De la nébuleuse jusqu'à plus haut que la ceinture. C'est ça qu'il avait pris au complet. Puis là, je disais, regarde, on va te faire sortir des affaires, mon chum. On commençait à sortir. Et le mot qu'il m'a gardé et qu'il m'a dit plutôt, et que j'ai gardé en tête, c'est que on travaille en astrophoto avec du micro-contraste. Et vous allez comprendre dans 2 secondes, quand je vais commencer à vous montrer des histogrammes, vous allez dire, ah, effectivement, OK, ce truc-là, il est génial. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste comme vite, regarder les photos de Jean-Marc une après l'autre. On va les descendre une après l'autre pour voir est-ce qu'il y a quelque chose comme qui est tellement, tu sais, qui frappe le visage. Une avec une grande traînée et tout. Ah, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ça ici? OK. Regardez dans cette région-là ici. Là, déjà, vous voyez un satellite ou quelque chose qui a passé ici très vite. Il y a une ligne. Est-ce qu'elle paraît, la ligne à l'écran là? Pas sur le bonjour. Ah, et OK, bon, parce que sur cette OK, bon. Donc, je ne vais pas vous montrer l'autre affaire, ça ne sert à rien parce qu'elle est encore plus ténue que ça. Donc, ça, c'est l'objet qu'on va traiter aujourd'hui. On va le ramener à plein écran et on va descendre. Parfait. C'est moi de ce que je vois en ce moment, c'est parfait. De ce que je vois en ce moment là, tu regarde, on va faire le. Elles sont géniales. Regarde l'étoile comment qu'elle est. L'étoile elle est parfaite pour ce qui est du suivi et de la comment s'appelle le focus. C'est génial. Moi j'adore qu'est-ce que je vois. Parfait. Attendez un peu là, moi il y a quelque chose ici qui est en train de me déranger. Juste enlever. Je vais disparaître ça. OK, bon, on va la mettre ici. Loin. Parfait. Excusez-moi, la barre de zoom est en train de m'enquiquiner. OK, donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va aligner les étoiles. OK, tu vas dans... OK, on va recommencer. Canceller, enlever ça. Process. All process, tous les process. Pardon? OK. Donc, tu vas dans le même menu que Blink, puis là, tu vas trouver Star Alignment, alignement d'étoiles. On clique dessus.
Là, ensuite, ici, tu as image de référence. Tu as l'option View, parce qu'on aurait pu toutes les ouvrir ici, puis travailler avec eux ouvertes là. Je vous déconseille de faire ça, à moins que vous avez un ordinateur de je sais pas quoi, parce que ça va vous manger de la mémoire, s'il vous plaît. Puis ça fait pas très organisé. Vous allez être rendu avec 25 millions d'images faites, puis c'est quoi, ça devient compliqué. Là, ici, on va aller, puis on va choisir Fichier à la place, et on va cliquer sur la flèche à côté. Puis vous allez voir, là, quand vous gardez votre souris pointée sur un objet, il va vous sortir une description de c'est quoi que ça peut ouvrir. Donc, on va aller là. C'est R2. Moi, je vais prendre la première image. Moi, qu'est-ce que je vous conseille, c'est de trouver, si vous avez surtout pris sur plusieurs soirées un objet, généralement, il va avoir comment la caméra elle va avoir une orientation un peu différente. Prenez celle qui vous arrange, le cadrage le plus beau que vous aimez. Vous allez l'utiliser lui comme référence. J'ai vu. C'est que c'est correct. On va, vous inquiétez pas, on va corriger tout ça au fur et à mesure, parce que là, justement, c'est la différence, comme disait tantôt, de bruit et tout. Et ça, c'est la raison de pourquoi je te parlais pas de comment ça s'appelle, de dark bias. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Exactement. Moi, je vous le dis, si vous n'avez pas une caméra refroidie, ne vous emmerdez pas avec ça. C'est une perte de temps. C'est réellement une perte de temps parce que vous n'avez aucun moyen de contrôler la température. Puis que vous êtes en train de courir, en train d'essayer de corriger. Vous avez encore votre Beethoven à 100 décibels, mais là, vos enfants, ils parlent un peu, puis tantôt, ils commencent à crier, puis tantôt, ils parlent, puis tantôt, ils crient, puis tantôt, ils parlent, puis tantôt, ils crient. Puis vous essayez de corriger ça d'un coup. Ça vous sert à rien. Vous n'allez pas être capable d'avoir une assez bonne image du bruit. Exactement. Vous allez perdre une soirée. Là, moi, je vous le dis, qu'est-ce que je fais? Moi, avec ma caméra, j'ai 2 sets de dark. Un pour l'hiver, un pour l'été. Pourquoi? Parce que l'hiver, je suis capable de refroidir mon capteur beaucoup plus froid qu'en été, évidemment. Donc, pour l'été, je fais des dark et des bias pour moins 15 degrés. L'hiver, je le fais à moins 25. Mais je ne les fais pas quand je suis en train de prendre de la photo, là, à la fin de la soirée. Je les prends quand? Je les prends quand c'est nuageux, quand j'ai du temps à perdre, ben, je bouche le bouchon de ma caméra, je la mets, je l'allume, j'allume mon ordinateur, go, mon chum, prends-moi des darks, prends-moi en plein, puis vu que je le fais comme ça, je suis capable de prendre beaucoup de fichiers dark. 150, 200. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de le faire à la fin de la soirée où est-ce que j'en prends juste 15. Parce que, comme on a dit, on est en train de faire une moyenne du bruit. Ça nous prend beaucoup d'images de bruit. Donc, moi, je dis, si vous êtes capable d'en prendre 100, 150, moi, c'est ça c'est ce que moi, je fais. Vous allez parler avec du monde qui va vous dire que 15, c'est assez, c'est en masse. Moi, c'est ça que je fais. Oui. Une petite question aussi. Est-ce qu'il faut que tu les refasses souvent si tu utilises ta caméra plus souvent? Parce que ça s'use plus vite, il faut que tu refasses tes darks comme aux 6 mois ou quelque chose comme ça. Les darks d'été, le set de dark d'été, je vais me servir cette année, je ne vais pas m'en servir l'année prochaine. Mais cette année, toute l'année, je vais m'en servir. Okay. Le set de dark d'été, là, le set de dark à moins 15 degrés, là, c'est celui que je me sers tout le temps. Tu vas en faire un autre l'année prochaine. L'année prochaine, exactement. Quand ça va être l'été de l'an prochain, c'est là que je vais m'en faire un nouveau set. Comme je dis encore, le bruit ne change pas tellement. Et à un moment donné, si vous en faites beaucoup d'astrophotos, vous allez vous en rendre compte de la fois que le bruit est comme pas normal. Fait que là, ça va être le temps d'en faire un nouveau. Parce que là, vous allez commencer à remarquer la dégradation de votre capteur. Mais tu sais, je veux dire, vu qu'on travaille en moyenne, c'est correct d'en faire un au début de l'été, un au début tu sais, printemps, ménage du printemps, tente de faire des darks d'été. Ménage d'automne, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Ménage de rentrée scolaire, tiens. Rentrée d'école, c'est le temps de lancer un set de dark pour et voilà, c'est une très bonne voilà, exactement. Changement d'heure. Donc, autre chose pour ceux qui veulent absolument faire des darks, c'est que la durée de la pause, elle soit identique.
entre avec oui, exactement, le même ISO, parce que plus que le ISO augmente, plus que le capteur est bruyant, plus qu'il fait du bruit. Fait que c'est important d'avoir un... L'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de répliquer exactement la même chose que vous faites avec votre photo pour juste soustraire le bruit. Faire une moyenne du bruit que votre capteur crée lui tout seul. Il est schizophrène, le capteur. Il invente des affaires, lui. Fait que lui, il imagine des étoiles là où il n'y en a pas. C'est exactement ça. Hein? Beethoven était sourd, donc les enfants. Beethoven, exact. Generate mask. On va ajouter les fichiers à Jean-Marc. Jean-Marc, je pense qu'il y a plus que 12 ici. T'en as 32. T'as 32 images. Non, il n'y a pas de JPEG là-dedans parce que sinon, lui, il va me sortir une alerte. Regarde, CR2, 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 CR2. Tout du CR2. Ah, c'est ça. C'est pas mon ordinateur qui est poche. C'est Jean-Marc qui a oublié qu'il en a pris plus qu'il pensait. Mais je pense que tu as 2 sets différents parce que tantôt dans le Blink, il n'était pas capable de les tout reconnaître par terre. Mais c'est pas important. On va quand même travailler avec eux, là, puis on va faire un output directory. Parce qu'ils vont nous envoyer les nouvelles. On va faire le folder. Marquer le folder. Parfait. Donc là, ils vont nous envoyer les photos alignées toutes là-dedans. Ici, vous pouvez jouer avec les flèches. Les options, comment ça s'appelle, les valeurs de base sont celles que je vous suggère au début, jusqu'à ce que vous compreniez exactement chaque histoire et sert à quoi. Mais. J'ai une question. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec les étoiles parce que je n'ai pas de montage pour être si fixe que ça. Mais je te veux, quand tu vois les cratères qui font du lip-sync, à mon avis, ton image fait du lip-sync quand tu fais 25 secondes. Oui, puis non. Oui, pour le guidage. C'est important, mais pour la photo dans le deep sky, c'est la seule chose qui n'est pas importante, c'est le seeing. Quand tu fais du planétaire, tu as envie que le seeing soit le plus parfait possible, puis tu t'en fous de la transparence. Parce qu'elles sont assez brillantes pour passer au travers de la transparence. Quand tu fais du deep sky, du ciel profond, c'est le contraire. Tu t'en fous. De 92, ouais. Non, c'est autre chose. Ah non, parce que lui, il va par les, comment ça s'appelle, toutes les folders. Mais c'est correct. C'est juste, j'ai pris juste le M92. Ouais, j'ai sélectionné juste le M92. Exactement. Donc, c'est quoi qui arrive? C'est que les étoiles, quand elles sautillent, elles sautillent, mais lui, il fait juste accumuler. Il fait juste accumuler de l'information. Fait que là, ton étoile, elle va sortir un peu plus grosse. Quand tu fais du guidage, comme il parlait la semaine dernière, Normand, ce que ça va faire, c'est que c'est là où est-ce que tu vas avoir de la correction aussi en déclinaison. Ça va pas être juste à cause de ça. Mais une des grosses raisons de pourquoi est-ce que tu as de la correction dans la déclinaison, c'est que quand tu prends ta pose, l'étoile, elle va avoir un peu bougé, mais lui, il pense que c'est l'étoile qui a bougé, mais c'est pas vrai, c'est juste l'atmosphère qui est en train encore une fois, en train de créer un autre genre de bruit. Donc là, on peut rentrer ça dans la catégorie de bruit, le seeing. Dans le guidage, ça va être important. Puis il y a un moyen de tricher ça, c'est quoi? C'est de prendre des plus longues expositions. En prenant une plus longue exposition, tu vas stabiliser automatiquement l'étoile et ça va t'aider à pas avoir, à corriger moins. Pardon? En guidage, oui, absolument. Quand tu vas guider un plus long guidage. Donc, tu vas faire à la place de 1 seconde, tu vas faire du 2, 3 secondes, 4 secondes. Puis moi, qu'est-ce que je fais généralement? Je mets aussi une pause entre les pauses. Une pause entre chaque capture de guidage. Donc, je vais prendre des pauses de 5 secondes, puis je vais prendre un 5 secondes de break entre chacune. Fait que 5 secondes, puis pendant 5 secondes, il n'est pas en train de guider, il est juste en train d'y aller. Mais pourquoi? Parce que je sais que mon alignement polaire, il est parfait.
que les conditions sont parfaites. Ma monture, elle est parfaite. Tout est parfait. Mon balancement, il est parfait. Fait que j'essaye de lui donner le maximum de ressources pour pas qu'il soit schizophrène. Oui, Paul. Si on avait pris des dates, tu les aurais mis où? Pardon? Si tu avais pris des dates, Oui. tu les aurais mis où dans cette. Tu les aurais pas mis avec Star en live. Non, on aurait fait une étape avant ça. Qui s'appelle. Là, c'est calibration. Il y a dans Process, All Process, il y a Image Calibration. Puis c'est ça que j'aurais utilisé. Mais là, aujourd'hui, j'ai juste passé par-dessus parce que pas besoin. Puis là, dans Image Calibration, là, par exemple, on aurait eu beaucoup de choses à bouger puis beaucoup de choses à sélectionner. Mais là, on va juste pas. J'aurais mis mes bias aussi et les flats aussi là-dedans. Mais de mes flats, j'aurais aussi enlevé mes bias, soustrait mes bias puis mes darks. Parce que les On change un peu de sujet. Un jour, je ferai une présentation juste sur la calibration sur ton univers. c'est effectivement un univers gigantesque. Je me suis permis d'en parler à cause que là, l'alignement est en train de se faire. Là, notre alignement il a été fait. Si on va voir, il est où? Ici. Hey, process console. OK, parfait. Donc, on a demandé l'alignement de 32 images. Puis, il y a 32 images qui ont fonctionné. Sinon, des fois, tu vas voir qu'il y en a failed quelques-unes. Ben là, généralement, quand il y en a des failed, c'est que ou il n'y avait pas un assez bon ratio signal-bruit. Donc là, lui, il n'était plus capable de savoir c'était quoi le bruit, puis c'était quoi les étoiles. C'est que là, on a une option qui s'appelle le threshold. On va le baisser généralement. Là, il va accepter plus d'étoiles. Mais en faisant ça, ben, ça se peut qu'il va s'aligner sur du bruit aussi. Fait que là, en tout cas, là, on a aligné nos photos. Là, on va aller faire empiler nos photos. Donc là, on va retourner sur Process, All Process. Puis là, on va voir si... là, attends une seconde. Ça... image, elle est là. Image intégration. Image. Là, qu'est-ce que je vais faire? On va ajouter les fichiers, mais là, on va retourner sur mon desktop, puis on va aller chercher Jean-Marc, Align, puis là, on va sélectionner ces photos-là. En passant, tantôt, je n'ai pas fait ça, mais si on serait parti voir, chaque image, elle pesait environ une soixantaine de megs. Tantôt, dans le CR2, l'original. Là, si vous voyez, lui, il vient de rentrer plein de détails dans l'image, et chaque image, vous savez combien qu'elle pèse? 141 megs. Là, elle pèse plus parce que là, il commence à rentrer de l'information. Là, si on aurait fait la calibration d'image tantôt, elle aurait pesé encore plus. Pourquoi? Parce que il n'a pas encore soustrait, lui. Lui, il a juste dit, sur chaque image, il a dit, ça, c'est ton dark, ça, c'est ton bias, ça, c'est ton flat. Chacune des images, j'aurais rajouté encore plus d'infos, lui. Là, lui, en ce moment, là, il fait juste rajouter de l'info dans l'image. Là, il a rajouté la position des étoiles. Chaque étoile, là, il lui a dit, toi, tu es placé ici. Pour chacune. Fait que là, elle pèse de plus en plus lourd. On va la prendre ici. En passant, vous êtes capable de vous en sortir sans faire ça. Puis je veux que personne pense que c'est obligé à faire ça. Ça, vous êtes obligé de faire ça pour sortir le maximum de votre photo. Mais vous être capable de vous contenter puis d'être très heureux avec 20% de la photo et sauter partout comme un fou. Ne vous mettez pas ça comme oh non, faut que j'aille faire du PixInsight. Si vous n'aimez pas faire ça, c'est correct. Votre photo, elle va être géniale. Jamais quelqu'un m'a montré une photo puis je lui dis ah, ta photo elle est merdique, toi tu fais pas du PixInsight, va-t'en, parle-moi pas. C'est pas vrai ça. C'est très valable et c'est très valide de pas vouloir faire du PixInsight. C'est normal. C'est normal. PixInsight, c'est chiant. Je vous le dis tout de suite. Hein? Moi, je ne l'ai pas, PixInsight. Voilà. Normand, il ne fait pas de PixInsight. Puis Normand, il ne le sait pas. Mais l'année prochaine, en septembre environ, il va nous faire une présentation sur le traitement avec GIMP. Puis GIMP, lui, c'est gratuit.
Et GIMP, c'est gratuit. Puis GIMP aussi, il a des add-ons d'astrophotographie à mettre dessus. Il prend des fits aussi. Fait que, tu sais, Très intéressé par cette culture présentement. ah ouais, il n'est pas au courant, mais il va la faire en sacrifice. Donc, quand on prend quand on arrive à l'image à l'intégration de l'image, on va lui dire de nous faire une moyenne. OK? Intégration d'image, c'est-à-dire Là, on va les stacker. Là, c'est ce qu'on appelle aussi stacker. Donc, on va lui dire de nous faire une moyenne. On va lui dire que le poids de chacune des images, c'est quoi? Ben, on va lui dire de faire par rapport à une évaluation du bruit que lui il va avoir. Là, le reste, vous pouvez le laisser comme c'est. Il y a beaucoup de choses qu'on peut... Le weight. average, le weight. On va mettre le noise evaluation, l'évaluation du bruit, dans le poids. Le poids des images. Là, ici, on va laisser... elle était dedans. Il y a beaucoup de gens travaillent avec le itérative K sigma. Moi, j'ai découvert le MAD. Ouais, moi, j'utilise MAD. Il est très, très bien. Puis, en passant, en gardant votre doigt dessus, là, il va vous donner l'explication de chacune. C'est quoi? Fait que là, vous allez être capable de lire, puis de ce set d'images que je suis en train de faire, c'est quoi qui est le mieux pour lui. Et vous allez voir que c'est pas vrai que maths, c'est toujours bon, puis c'est pas vrai que d'autres affaires sont toujours bonnes. Là, ici, là, après ça, on va faire la réjection. On va effacer lui. Réjection. On va utiliser du Windsorize Sigma Clipping. Et encore une fois, si vous gardez votre doigt dessus, hey. Là, voilà. Ouais, voilà, la souris, excusez-moi. Ouais, moi, j'ai dit le doigt, mais si vous mettez votre doigt sur votre écran, puis vous attendez que ça ouvre, fermez Pixel Sight, puis vendez votre licence à quelqu'un d'autre. Parce que ça, on appelle ça la sélection naturelle. Oui. Oui, monsieur. Les concepts qui sont derrière ça, oui. Là, actuellement, toi, ce que tu fais, tu mettais sur par-dessus. Oui. Si tu avais, par exemple, à dire, est-ce que tu connais, par exemple, un lieu ou un outil ou un livre, peu importe, où est-ce que ces concepts sont expliqués, mais plus de façon agnostique, sans l'outil, est-ce que ça existe, ce genre de documentation? Ce genre de documentation, OK. Si vous voulez avoir un genre de, c'est quoi ça, l'esprit derrière ça, c'est des mathématiques. OK? Vous pouvez trouver beaucoup de processus qu'on utilise. On appelle ça la Gaussian Transformation. Mais tu sais, OK, la plupart, 99% du monde le disent, puis il n'y a personne qui le sait c'est quoi, à part peut-être 2 personnes ici dans cette salle-là, c'est de la mathématique. OK? C'est de la mathématique pure et dure. J'aurais pu faire cette présentation-là. Si j'aurais voulu vous nerder ça comme il faut puis vous en endormir toute la soirée, je vous aurais sorti toutes les équations qui sont utilisées pour faire ça. Oui. Un livre qui existe, c'est une brique de 700 pages, mais qui répond vraiment à ta question. Sauf qu'il date de certains temps, ce qui fait que la plupart des algorithmes qui sont ici n'existent même pas dans le livre. Mais les algorithmes de base qu'on trouve dans tous les logiciels sont tout expliqués dedans. C'est le Handbook of Astrophotography. Le Handbook of Astrophotography de comment il s'appelle? Richard Berry, pour ceux qui nous écoutent d'outre-mer. Il n'existe plus, mais je pense que c'est maintenant Sky Telescope. Oui. Regarde, c'est possible. Là, on vient de tomber dans la petite mécanique. On peut juste faire un tour pour montrer. Oui, oui. On est en train d'avancer là, tu vas voir que ça va accélérer. Mais pas pendant qu'il y a pas. C'est parce que quand on fait partir de valeur, puis
il reste une demi-heure, puis on a mis les pour C'est comme la Société Générale. Quand elle parle de temps, c'est On va tout faire, on va le faire. Je faisais un test avec moi. Abdel, c'est un trou blanc, c'est un trou blanc. Hein. Abdel, c'est un trou blanc, il y a plein de choses qui sortent dedans. Mais parce que, comme vous voyez, c'est qu'à chaque fois que je fais cette présentation, le sujet il est tellement riche, il y a tellement de questions, il y a tellement de détails dedans qu'on peut comme perdre de temps dessus. Ça, on pourrait faire cette présentation sur comme 6 mercredis d'affilée. Hey, on vient de même bien 6 mercredis la semaine prochaine. Si Abdel. Ça fait pas de temps que je l'ai, mais ça fait 20 ans que je regarde des présentations sur l'astrophoto. Ça simplifie jamais. C'est pour ça qu'à un moment donné, OK, c'est pas l'astrophoto. OK, voilà. OK, ça c'est bien que Yvon. Moi, j'aime l'intervention de Yvon. Yvon est heureux avec le 20% de l'image. L'image que lui, il va sortir, c'est 20% de. Il va sortir 20% du jus qu'il y a dans une image. Oui, oui, mais attendez, mais ça c'est. Mais attendez, mais moi je suis pas contre ça. J'ai déjà dit à Yvon, elles sont géniales ces images. Je suis pas en train de lancer une brique sur Yvon. Ah oui, Yvon, il est pas. Non, c'est ça que j'essaye de dire depuis tantôt. C'est qu'on est capable de s'asseoir ici, on est capable de passer tous les mercredis d'une année à faire du Pix Insight. Chaque petit détail. Oui. Il n'y a pas des recettes préétablies, mettons, de base, intermédiaire puis avancée. Et toi, tu prends une photo. Là, tu fais comme ça, tu la stack. Là, après ça, je vais vous montrer le reste, là. C'est vraiment du... on va utiliser les paramètres standards. Avec quelques petits tweaks dedans pour donner quelque chose de potable. Que j'ai pris la première fois que j'ai utilisé Pixel. Je vais juste rentrer des choses. Mais il va juste la stacker l'image. Oh oui, mais à la fin. Mais tu avais des darks puis tu avais des bias. Oh oui, c'est ça, j'avais ça. Donc, voilà. Ben, pas... Mais tu sais, pour ça pourrait répondre à ton point. Tu sais, pour faire les darks avec ma caméra Nikon, avec ce que je faisais, je disais, hier soir, il peut faire moins 10 à peu près. Fait que là, le lendemain matin, je dis, il fait chaud. Il fait peut-être moins 5, j'attendais soir moins 10. Je la mettais dehors. Je la mettais, tu sais, être sûr qu'il n'y a pas de lumière. Puis là, je faisais des darks à moins 10. C'est pas idéal, mais. C'est pas que c'est pas idéal. Je trouve, moi, que ça, c'est plus contraignant que de faire ces deux process-là. C'est de juste faire l'alignement d'étoiles, puis de trucs. Alors là, parce pour faire effectivement, il y a une option qui s'appelle Batch Pre-Processing que vous êtes capable d'utiliser ici. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est obligatoire d'avoir des darks, puis obligatoire d'avoir des bias, puis obligatoire, je pense même, d'avoir des flats. Flat, je me garde une petite réserve. Parce que moi, je m'en suis jamais servi de elle, là, mais je suis certain que dark, bias, vous êtes obligé de les avoir. Mais là, vous venez d'entendre ce qu'il fait. Lui, il était obligé d'attendre le lendemain pour avoir une à peu près même température pour faire des darks. Laisse faire. Fait alignement d'étoiles, intégration de l'image. Et là, tu as tout de suite l'image que tu as besoin, que tu es capable de faire ça le lendemain matin que tu as pris tes photos. Moi, j'ai déjà fait des traitements d'images en revenant de Mont-Tremblant pendant que, pendant que c'est Henny qui conduisait. Tellement que je voulais voir le résultat tout de suite, tellement que j'étais excité. Pour faire le détailleur, je ne sais pas, est-ce que ça se fait avant, après? Je pense que ça va l'avoir déjà tout. Dans l'image intégration. Je pense que ça l'a déjà. Le processus en lui-même, je vais te demander à quel moment on peut. OK, il y a des fois où est-ce que l'image, elle va rester en noir et blanc, même si elle est en couleur. Il faut lui dire qu'elle est en couleur. Puis ça s'appelle, le processus, c'est debayer. C'est pour sortir l'image en couleur. Donc, ça se fait avant toutes les étapes? Ah, ça se fait juste avant d'aligner les... Oui, je vais vous la montrer. C'est process, alt process, puis c'est debayer. Debayer, ici. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve à
dédié, ça? Non, non, c'est là, attendez. Là, déjà, c'est merci de me l'avoir rappelé. J'espère que ça va pas. OK, bon, attends. Des réjections. OK. Là, on va voir les grosses réjections qu'il a faites. Moi, je suis en train de voir que ça, c'est pas. Ouais, l'image ici, elles vont nous sortir en couleur. Phew. Mais c'est effectivement, ça se peut que vous sortiez vos images puis qu'elles vont être en noir et blanc. Puis vous savez que c'est des images en couleur que vous avez fait. Vous allez être capable de les débayeriser pour sortir l'image en couleur. Mais ça va pas être en CR2. Ça va être si vous utilisez un logiciel dédié d'astronomie puis que vous changez le format de la photo. Fait que là, vu que votre caméra ne parle pas le même langage que votre logiciel d'astronomie, automatiquement, ça va vous sortir des images en noir et blanc. Mais tant que vous avez l'image normale de votre caméra directement, là, vous inquiétez pas, ça c'est un autre processus qu'on va ignorer. Parce qu'avec des fits, une caméra dédiée, c'est ça le problème? C'est pas la caméra dédiée, c'est Canon Fit. Canon, elle parle CR2. Ton logiciel d'astronomie, il parle fit, fait qu'il l'oblige à sortir des fits. Fait qu'elle, elle ne sait plus si c'est noir et blanc ou couleur. Fait qu'elle lui donne juste des valeurs de pixels. Ce pixel-là, il fait 100. Ce pixel-là, il fait 200. Ce pixel-là, il fait 0. Ce pixel-là, il fait 50. Exactement. Fait que c'est pour ça que ça sortait tout de suite l'image en couleur. Puis si je te donne des fits. Des fits, je vais être obligé de faire cette option, des layers. Oui. Ok, merci. Parce que là, comme j'ai dit, la caméra, elle parle un langage, puis là, ton logiciel, il parle un autre langage. Fait que lui, il fait juste comme, OK, juste donne-moi les valeurs de pixels. Puis là, après ça, il faudrait faire ça de plus. Avec ta caméra dédiée, tu faisais des fits ou tu prenais autre chose? Je fais pas ma caméra dédiée. Je prenais des filtres aussi. Tu prenais des fits. Des filtres parce que il n'y a pas de débayeur. Moi, c'est chaque filtre est tout seul. Moi, qu'est-ce que je vais faire dans cette image-là? Vous voyez qu'il y a un immense gradient ici et ici. On va juste comme cropper ça pour pas se faire chier pour exactement. Donc là, on va aller ici, ici. En partie, c'est aussi la réponse du capteur qui est plus sensible. Ça va être J'ai pris All Process, Dynamic Crop, pour que je puisse, moi, lui dire comment le truc. Faites attention, ça se peut que vous allez cliquer sur Crop, puis Crop, il va vous demander des adresses de pixels, de quel pixel à pixel, puis quel pixel à quel pixel. Donc, on va juste oublier ça, on va faire Dynamic Crop, s'il vous plaît, faire un carré, puis merci, au revoir, on a arrangé ça une bonne fois pour toutes. Donc, on va y aller ici. Parfait, ça, c'est notre nouvelle image. On va juste aller. C'est pas pour accélérer, c'est juste là, tu as vu le gros gradient qu'il y avait? Là, il aurait fallu qu'on taponne pendant longtemps pour trouver exactement comment faire pour l'enlever. Fait que là, juste pour simplifier ça, aujourd'hui, j'ai juste comme pris la partie la plus homogène de l'image. Donc là, une fois que ça c'est fait, je vais aller faire le background extraction. Elle est où? Automatic background extraction. Dans All Process, on va cliquer ici. Automatic background extraction. Ouais, exactement. Donc là, on va lui dire que les boîtes, moi, je vous conseille toujours de prendre des boîtes un peu plus grosses. Si vous prenez dans une région du ciel où est-ce qu'il y a énormément d'étoiles, faites des plus petites boîtes avec plus de boîtes par ligne pour essayer de tomber tout le temps. Mais en tout cas, ça, on va pas rentrer trop dans le détail. On va faire la correction, on va faire la soustraction. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais toujours une soustraction et une division, puis je prends le meilleur résultat des deux. Parce que parfois, la soustraction donnera un meilleur résultat que la division. Donc, je fais moi les deux. Je sors les deux images, une à côté de l'autre. Puis là, je vais regarder juste à vue d'œil tout de suite, c'est laquelle qui est la plus belle. Puis je vais continuer à travailler avec cette image-là. Si tu fais la racine carrée, ça donne super. Sacré Yvon. Parfait. Le carreau en bas à gauche où tu prends le triangle puis tu le traînes dans ton image. Il va automatiquement l'exécuter.
choisis une place qui n'a pas d'étoile. Non, non, tu fais juste le glisser n'importe où dans ton image, puis il va tout de suite l'exécuter. Il s'arrange avec ça, il choisit la En fait, ça, c'est juste... non, c'est pas ça. C'est que quand tu prends le triangle, tu sélectionnes la commande, puis quand tu la lâches dans l'image, tu lui dis c'est où est-ce que tu veux qu'elle l'applique. Sur cette image-là. Sur quelle image? Là, tu vois, ça, si je prends le truc, là, je la mets ici. Tantôt, je l'ai pitché n'importe où, là, ça a donné un résultat. Si on prend ici, donc là, ça, c'est notre background. Qu'est-ce que moi, je fais? Ça, c'est un bon raccourci à garder. CTRL A. CTRL A, là, ça fait un automatic stretch. Ça va automatiquement étirer l'image. C'est comme tu as vu, là, c'est tout noir. CTRL A, ça nous le stretch. Là, on voit qu'il y a un gradient qui est ici aussi. Ça vient de retirer un peu du gradient qui est déjà présent dans l'image. Mais l'important, moi, ce que je voulais montrer, c'est ça ici. Puis vous voyez, là, peu importe où ce que tu le cliques, là. Attends un peu. Alors, tu vois, c'est la même image exactement. Il n'y a rien des deux. Je pense que c'est plutôt une projecteur qui joue des tours. exactement. Parce que moi, ici, devant moi, là, je suis en train de regarder, puis elles sont exactement la même en fait. Non, c'est exactement la même chose. C'est juste ça, c'était pour montrer quand je prends le triangle. C'est pas important où est-ce que je le place. C'est juste, il faut que je passe à l'intérieur de l'image. Parfait. Donc, on va enlever ça. Yes, on va déliter. Pardon? Tu ne vas pas faire la division. Ouais, là, tu fais. OK, on va faire la division. Shit. Non, je l'ai fermé l'autre image. Malheureusement, on l'a perdu. Trop tard. Fallait. OK. Donc là, OK. Vous voyez les bandes comme ça. Ça, c'est un problème inhérent au Canon. Ça s'appelle du vertical banding. Les Canon sont bons à faire ça. Tellement qu'elles sont bonnes que PixInsight a un processus juste pour enlever ça. Un script. Donc là, on va aller ici, Utilities. Utilities. Canon banding reduction. Utilities. Canon banding reduction script. Attends, with STF. Hey. Là, ça, c'est du bruit, puis ça, c'est normal. Ça, on va l'enlever plus tard. Donc là, si on enlève, tu vois, puisqu'on augmente le amount qu'on enlève, puisque ça commence à disparaître un peu. OK, mettons qu'on va le dire applique. Hey. Canon Banding Reduction, on est arrivé à 83. Parfait. Ça a un peu diminué. OK, bon. On va juste revenir ici. Dynamic. On enregistre la présentation aussi, Jean-Marc. Hein? Jean-Marc, la présentation est enregistrée. Hein? On va envoyer le lien aussi. Tu pourras la regarder sur pause. Non, mais c'est bon de prendre des notes, ça, mais on va voir la vidéo aussi. On va voir une vidéo. Un pas pire vidéo. OK, bon. Là, on arrive avec l'image comme elle. Là, cette image-là, là, si on y va ici, ça, c'est l'image qu'on a en ce moment. Si on sauve cette image-là puis on essaye de l'ouvrir, c'est à ça qu'elle ressemble. Elle n'a pas encore... mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas encore été... le stretch n'a pas encore été enregistré. Donc là, c'est quoi la prochaine étape une fois qu'on a... on a enlevé l'extract. Est-ce que ce que tu viens de
dire, là, la différence qu'il y a entre les parties claires et la partie plus sombre d'une galaxie ou d'un amas globulaire, là, c'est quelques ADU, donc quelques valeurs numériques pixels. Alors que nous, on est habitué de voir comme étant très contrasté, mais dans la vraie vie, c'est très peu contrasté. C'est ça qui dit un stretch, on veut étirer le contraste. Juste pour imager ça, là. Fait que c'est ça l'idée du micro-contraste qu'on parlait au début. Elle fait juste de minimiser. Il n'y a rien. Minimise-le. Il va rester allumé, mais il n'y a rien. OK, regardez ce que je veux dire par... ça, c'est notre image en ce moment, là, c'est ça qu'on voit. Ici, complètement à gauche, c'est 0. Complètement à droite, c'est 1. Puis la valeur qu'on a dans l'image en ce moment, c'est ce petit graphique rikiki ici, là. Il est, comme qui dirait... hein? Donc, je pense que je pourrais le dire sans me tromper, que c'est beaucoup plus noir que blanc, notre image. C'est beaucoup plus blanc que noir. Beaucoup plus noir que blanc. Pardon? Donc, une fois, bien sûr, parce que elle est très brillante, puis elle occupe beaucoup, il y a beaucoup de signaux. En fait, ça, c'est une évaluation du signal de toute la comment ça s'appelle? C'est une évaluation du signal de la photo. Voilà. De tous les pixels, ça, c'est leur moyenne environ. Ça, c'est comme si on regardait notre image sur un pixel. Si on prenait toute notre image, tout comment ça s'appelle, le signal, puis on le mettait sur un pixel, il ressemblerait à quoi? C'est ça. Notre pixel, il serait allumé de comme ça. Hey, le clavier, OK. On va encore pas faire ça. Ça, c'est juste pour vous montrer votre image comment elle est. Où est-ce qu'on va aller? On va juste enlever un petit peu le bruit. Attendez un peu. Multiscale Linear Transform. Puis ça, juste prenez ma parole sur qu'est-ce que je suis en train de faire. Chaque image, elle a du bruit qui est inhérent à l'image. Il y a automatiquement, c'est comme on parlait tantôt, les bias et tout, ce bruit-là. Moi, je fais généralement, hey, toi là, 7 layers, 7 couches, donc il va traiter l'image en 7 couches différentes. Le bruit qu'on est en train de voir ici, il se retrouve sur les premières couches. La dernière couche complètement, là, ils appellent ça le résiduel, puis généralement, c'est elle où est-ce qu'il y a le signal. C'est là où est-ce qu'il y a la vraie image. Donc, c'est elle où est-ce qu'on va faire le moins de réduction. Donc, on y va dans la réduction, normalement, on y va de beaucoup de réduction sur la première couche, parce que la première couche, elle est presque plus du bruit, jusqu'à très peu ou pas de réduction dans les autres affaires. Moi, le bruit, ce type de bruit-là, ça, on appelle ça, c'est du bruit, pas du bruit blanc. En tout cas, ouais, on peut dire comme ça. Du bruit blanc, lui, on le fait sur le clavier. Le bruit blanc, on le fait il est présent sur 7 layers, là, il est présent sur les 3 premiers layers. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle le bruit de chrominance. Ça, c'est le bruit que je vous ai montré tantôt, là, avec les pixels qui étaient tout allumés, vert, bleu, rouge. Ça, celui-là, il va être présent sur les 2 autres. Le clavier, mon clavier, il a vraiment. Il a un trouble de, comment ils appellent ça, personnalité limite. Limite, pourquoi? Parce que dans 2 secondes, il va se retrouver quelque part, il ne va pas aimer. Hein? Aïe, OK. Peut-être. OK, donc là, vous voyez, OK, si on fait CTRL Z, vous voyez le bruit, est-ce qu'il paraît comment chez vous? Ça fait une grosse différence? Ah oui. Voilà. Ça, c'est le bruit avant. Ça, c'est le bruit après.
C'est un genre de bleu, effectivement. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on va l'avoir stretché? On va aller quelque part d'autre pour redonner un petit twist à ça. Et là encore, ça, oui, on va sortir beaucoup de détails, mais c'est encore juste un peu Là, on va aller, puis on va faire le bruit, comme je vous disais tantôt, de luminance. Bruit de luminance. Puis lui, on va aller là, 7. Je vais prendre ma retraite si je veux maîtriser ce logiciel-là. Non, désolé. Faut pas être comme ça. C'est très facile. Là, si tu regardes ici, là, ça, par exemple, je ne sais pas si elle va apparaître chez vous ou pas. Regardez l'image, comment elle est en ce moment. Regardez le rouge, le vert, ce bruit-là. Regardez quand je vais. Ça enlève. Il faudrait que vous veniez le voir parce qu'ici, la différence, elle est frappante. On dirait que lui-même est en train de... OK, voilà. Robert, il est là pour témoigner. Je suis pas en train de dire des conneries. Comme ça. Comment qu'il devient plus... Donc, tu atténues le bruit de complément. Exactement. Tout ça, on est en train de rien effacer. On est juste en train de diminuer. Et ça fonctionne par itération. Donc, tu peux faire une première fois de très petits changements et de faire une autre fois de très petits changements, une troisième fois de très petits changements, parce que changer du bruit, là, quand tu le fais en itération, ça frappe moins dans la face et ça donne un beaucoup meilleur résultat, de très très loin en plus. Donc, ça, on le fait ici. Là, on a enlevé le bruit. Si on y va là, on revient là où on était tantôt, histogramme. Comme ça. Là, on va enlever le auto-stretch, juste pour donner l'exemple. OK, là, vous voyez comment à quoi il ressemble le graphique. Donc là, plus qu'on va commencer à bouger ce graphique-là, regardez le graphique en haut, comment il va bouger. Puis regardez l'image, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, elle est en train de bouger vers la gauche. Vous voyez? OK, une chose. Le ciel, en vérité, il n'est jamais 100% noir. Donc, ne mettez pas un ciel giga noir parce que quand vous mettez un ciel à 100% noir, vous perdez énormément de détails. Vous perdez énormément de détails. Juste aller ici. OK, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de changer c'est quoi qui est 0. Et le 0, il est placé où dans cette image-là? Je suis en train de lui dire que à partir de cette valeur-là, vers la droite, vers la gauche, c'est égal à 0. C'est 0.5, 0.1, ça c'est 0. Et là, je vais lui montrer de l'autre côté, tout ce qui est à droite de cette valeur-là est égal à 1. À peu près. Ouais. C'est ça qu'on est en train de jouer avec. Donc, on va le faire comme ça. On va corriger ça ici. On va revenir un peu en arrière. Puis là, le point blanc, ben là, on va lui juste dire, nous autres, le point blanc, on veut qu'il arrive ici. On va juste diminuer ça un peu. Ouais. Attends, je suis en train de trouver. Je vais le faire d'une manière ténue où est-ce qu'on est capable de... Ça, vous allez voir 10 vidéos sur YouTube, comment faire ça, vous allez avoir 10 manières différentes. C'est pas ça comme étant la seule façon. C'est incroyable. Le stretching comme ça, j'ai vu des manières complètement différentes qui me donnent des bons résultats. Dans la photo traditionnelle, Ouais. d'habitude, le centre, on bloque. Souvent, on va bloquer le centre à 50%. Puis on va faire le point noir, rapprocher le point noir et le point. Mais pourquoi? Parce que toi, ben non, parce que si tu fais ça, tu vas pas avoir de signal ou tu vas avoir trop de blanc et pas assez de noir. Parce que toi, tu as beaucoup de... Ben, toi, l'histogramme de quelqu'un qui prend de la photo de jour, il est rempli de
noir à blanc, il y a toujours quelque chose dedans. Tandis que c'est vraiment zéro. Mais là, tu le vois, tu es très proche de 0. Tu es comme à 0,000001. Puis ta valeur maximale, c'est 0,000003. Tu es proche de 0 tout le temps. Tu es tout le temps dans le 0. C'est ça qui est la difficulté de l'astrophoto. En fait, c'est la seule vraie difficulté de l'astrophoto. C'est de voir quelque chose qui est invisible. Tu te bats à voir quelque chose qui n'existe pas. Tu as l'air de voir des images. Là, maintenant, notre image, elle est stretchée. OK? Là, on a des choses de fignolage qu'on peut faire comme pour donner augmenter le résultat. Ce qu'on peut faire, c'est attends un peu la calibration de couleur. Alors, on ne peut pas search code. Ça, tu as dit que c'est Messier 92, hein? Messier. Pourquoi il ne marche pas? Ouais, c'est ton clavier virtuel. Là. Ah oui, il est encore là, lui. Il n'est plus là. Et Ton clavier sur ton laptop, il marche-tu? il n'y a rien qui marche. Branche ton USB. Bon, on va le faire d'une autre façon. Vous pouvez faire la calibration de couleurs. Ça s'appelle Photometric Color Calibration. Puis là, ça va calibrer les couleurs selon les vraies couleurs, la vraie balance de blanc par rapport aux étoiles. Parce qu'on connaît les couleurs des étoiles. Donc, ça va vous donner la couleur la plus proche possible de la vraie couleur que vous allez voir dans le ciel. Donc, si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de rouge puis de bleu, là, vous faites ça, là, puis votre image, elle passe de comme elle est en ce moment. On dirait que toutes les étoiles sont de même couleur, jusqu'à comme ça va vous sauter dans la face, comme « Oh, wow! » Il y a plein de couleurs. Là, je ne sais pas pourquoi c'est pas en train de fonctionner, mais moi, je sais pourquoi. Parce qu'on est là ici en train de faire une présentation. Là, je vais rentrer à la maison et tout va commencer à fonctionner comme il faut. En fait, là, ici, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est dire... Attends, laisse-moi ressortir. Tu vas dire ici, chercher les coordonnées. Tu vas cliquer ici, tu vas écrire le nom de l'objet. Si on clique sur... Voilà, si tu aurais écrit Messier 92, mon clavier qui fait la tête dure, là. Tu écris M92, là, tu vas cliquer ensuite sur ici, Get. Oh non, parce qu'il faut qu'il rentre dans le logiciel. C'est le logiciel qui doit faire après ça. Tu vas cliquer sur Get. Automatiquement, ça va écrire les coordonnées de ton objet ici. On va écrire la longueur focale de ton télescope, la grosseur de tes pixels, pour qu'il soit capable de bien se positionner dans... Pour une Canon, c'est 6.4 microns. Donc, tu peux écrire ici 6.4. Ta longueur focale, ben, tu connais la longueur focale. Oh, ils sont impressionnamment grands. C'est un très bon capteur, le capteur de la Canon. D'ailleurs, il est tellement bon que moi, j'ai vu un gars qui a enlevé la matrice de Bayer dessus. Ça prend tout pour faire un montre. Enfin, ensuite, là, vous cliquez sur le carré ou drague le triangle sur l'image. Et là, vous attendez, le processus va se passer et une nouvelle image va apparaître avec... Et d'ailleurs, elle va vous donner la balance des blancs des étoiles avant. Le graphique, là, comme le tien, avec la ligne puis les points, là. Avant, comment c'était. Une fois que ça a été corrigé, qu'est-ce que ça donne? Et là, ça va sortir toutes les couleurs que vous avez ici en arrière. Là, malheureusement, on ne l'a pas, donc on va passer par-dessus. Ça pour redonner un peu de crisp à l'image, ça s'appelle le Unsharpened Mask. OK? Généralement, 99% du temps, les valeurs de base, elles sont parfaites. Sinon, vous cliquez sur le petit cercle,
ça va vous sortir le preview. Et là, on joue avec le glisseur. Pour faire grossir le preview, vous faites juste grossir la fenêtre. Et là, le preview, ça fait un plus grand, ça vous donne quelque chose de plus grand. Donc, si on y va là, on va l'appliquer ici. Et là, attendez, si on approche un peu, ici, mettons, et on regarde avant et après. Avant, après. Ouais, dans le process Unsharpen Mask. Donc là, on est rendu avec notre image quasi finale. Là, si on aurait été capable de faire la calibration de couleur, on aurait pu, comment il s'appelle? On aurait pu jouer avec la saturation. Et là, quand tu joues avec la saturation un peu, ben là, tu triches parce que tu aimes beaucoup voir les couleurs un peu plus frappantes. C'est comme ça que tu fais pour voir les couleurs sortir dans ta face. Moi, ce que ça fait, c'est que ça défloute. Exactement. Exactement. Puis faites attention, hein. Ça, c'est tous des process qu'il faut y aller léger. Parce que sinon, ça devient flagrant et ça va vous commencer à sortir des artefacts dans vos photos. Donc, tu sais, vous allez doucement, doucement, doucement. Puis à un moment donné, vous allez commencer à avoir l'œil que quand tu regardes une image, tu sais jusqu'à où tu es capable d'aller sans te faire mal sans faire mal à ton image. C'est même pas, non, c'est pas une affaire de sans trop maquiller. C'est parce que quand tu le fais trop, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça sort des artefacts. Regarde, si on prend ce même process-là, là, si on prend le Unsharp Mask, on va faire une preview. Regarde, tu vois? Là, si on y va beaucoup, là, puis là, on le prend, puis let's go, on lui met, tu vois? Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne un résultat, tu vois? Ça, si on le fait le maximum, là, ben, c'est ça l'image qu'on s'est retrouvé avec. La Lune, c'est une galaxie. Exactement. C'est un double de l'image. Il floute le double, il soustrait Le flou de l'autre. Il reste pas flouté. C'est ça. Exactement, voilà. C'est comme Normand il a dit, Les frontières d'objets sont plus longues. lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ramasse chacune des étoiles, puis il te dit c'est de combien tu veux que l'étoile elle disparaisse. Puis t'as d'autres affaires t'as d'autres process ici pour faire ce genre d'affaires-là. Parce que ça, c'est bon. Là, un amas globulaire, là, c'est comme parfait pour ce truc-là. Ça sort très, très bien. Mais si, des fois, avec une nébuleuse, t'as quand même envie que ça reste nébuleux. C'est quand une nébuleuse commence à avoir des coins carrés, ça commence à être pas très, très beau. T'sais, mais là, t'as d'autres choses que tu peux faire, t'as d'autres process ici que tu peux faire, pour diminuer les étoiles, t'as des process pour réduire les étoiles, t'as des process de déconvolution, il y a beaucoup de processus. Moi, ça fait je sais pas combien d'années que je me sers de la déconvolution et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore de la misère à le... Je suis pas encore rendu au niveau que quand j'ai une photo devant moi, je sais exactement c'est quoi la valeur que je vais mettre et que ça va sortir quelque chose qui fait du sens. C'est bon, que j'utilise régulièrement pour la Lune. La notion de wavelet, La déconvolution, tu peux ne pas pour les étoiles. Pour quelque chose comme. Une nébuleuse, une galaxie, une nébuleuse, oui. La wavelet, je l'ai déjà faite sur une nébuleuse, ça fonctionne très bien. C'est quand même très touché. OK. Wavelet, c'est l'ancienne version de l'affaire que j'ai utilisée pour enlever le bruit. Parce que Wavelet, c'est ça que ça fait. C'est pour enlever le bruit. C'est l'ancienne façon de le faire. L'ancienne façon. C'est une façon avec moins de contrôle de ce que moi que j'ai fait parce que tu as moins de layers dedans puis ça floute un peu plus. C'est un peu plus drastique comme affaire. Là, c'est un nouveau système, là. C'est celui que moi j'ai fait. Mais effectivement, Wavelet, c'est pour enlever le bruit. Ça floute. Déconvolution, ça rend plus sharp. Ça crispe les affaires. Parce que, dans le fond, ce que je fais avec la Lune, les convolutions de wavelet, ça va. Ouais, bien sûr, mais parce que la Lune, elle a de très gros détails. Elle a d'immenses détails comparativement à il n'y a pas une image plus facile à traiter qu'un amas globulaire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas beaucoup de couleurs dedans, il n'y a pas beaucoup de structures dedans, puis c'est facile, toutes les structures, c'est des cercles. Fait que c'est très facile de sortir le détail dedans. Là.
Puis c'est exact, puis c'est que des étoiles. Tu parles arrivé à la fin de ton image, tu décides comment ça déterminer à quelle grosseur, à quel zoom tu vas y donner. Et tu vas la grossir jusqu'à. L'image normale est plus petite que ça. C'est une image normale, si tu la mets à son focus, pas son focus, mais sa grosseur normale. Là, Ça, c'est l'image, ça, c'est sa grosseur normale. quand tu l'as croppé. Après que je l'ai croppé. Elle était plus grande que ça tantôt. Si on le fait la vérité, là, c'est beaucoup plus gros que ça parce que moi, ma résolution, c'est je ne sais pas de combien par 980. Ta caméra à toi, c'est quoi ça? Le nombre de pixels par nombre de pixels, c'est peut-être 6000 quelque chose par 4000 et quelques. Là. Donc, elle est automatiquement plus grande que ça. Là, après, c'est quoi? C'est si tu viens pour l'imprimer, tu vas faire ce qu'on appelle du resampling. Donc là, tu vas lui dire, par exemple, pour chaque pouce, tu veux 300 pixels. Puis là, tu vas lui dire, mon image, je veux qu'elle soit tant de pixels par tant de pixels. Ou je veux qu'elle. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faker des pixels. Et par calcul. Mais. Parce qu'en ligne, la photo, c'est de l'art, c'est pas de la science, c'est de l'art. En tant qu'artiste, photographe, tu as le droit de décider que je l'avais fait ça. C'est quand même une question. Parce qu'il y a une grosseur que tu dois respecter. Oui, mais c'est quand même une question technique dans le sens que plus ton image va être grande à la base, moins tu vas avoir à reset. Oui, non, ça c'est sûr, absolument. Il y a quand même cette question-là aussi selon le temps, la caméra et tout ça, il y a peut-être des objets plus pertinents à photographier pour le sortir. Ça devient ta longueur focale. C'est normal. Essayez de photographier une planète avec un télescope de 300 mm, bonne chance. Ça ne marche pas ton affaire. Tu cherches quelque chose qui est inexistant. Là, après ça, quand tu arrives pour, comme toi t'as dit, la grosseur de ton image, c'est toi qui décides c'est quoi la grosseur de ton image. Moi, le seul conseil que je donne à tout le monde, et ça c'est une valeur que j'ai prouvée avec toutes les imprimantes que j'ai à la maison, le meilleur DPI, là, c'est 300 pixels par pouce. Ça, c'est la meilleure valeur. Puis ceux qui savent pas, ceux qui le savent, ils connaissent quoi l'imprimante que j'ai. J'ai une Prograph 1000. C'est comme le top of the line de ce genre d'imprimante-là. Ça fait que j'ai imprimé des posters. Et puis j'ai pris le temps d'essayer parce qu'à un moment donné, je voulais les imprimer à bureau en gros et tout, mes astrophotos. Mais ça rendait tout foncé, je perdais beaucoup de détails, c'était pas beau. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, c'est quoi le meilleur moyen? Achète ton imprimante de poster, puis essaye jusqu'à ce que tu arrives à la bonne recette, mon chum. Fait que là, j'ai finalement trouvé le truc, puis après plusieurs essais, 300 pixels par pouce, ça, c'est là qui donnait le meilleur résultat. Puis, j'ai pas beaucoup de mérite pour ça parce que moi, c'était Roger Ménard qui m'avait dit. Parce que là, l'image d'origine, elle est 75 pixels par pouce. C'est parfait. Ça donne une image ultra nette, super belle. Avec beaucoup de résolution, puis, tu sais, il n'y a pas de pixelisation dedans. Fait que moi, là, ça serait comme une. Là, je suis triste, pas capable de jouer avec les couleurs parce qu'il n'a pas voulu nous faire la calibration de. Mais tu sais, Jean-Marc, j'ai encore les photos alignées dans l'ordinateur. Quand je vais donner quelques tapes sur ce clavier. Peut-être qu'il va fonctionner à la manière violente, mais on va s'essayer d'une autre façon, puis je vais te la renvoyer. Puis elle, qu'est-ce que je vais faire? Vas-y. Puis en plus, je suis un inspecteur de l'OS. Je sais que je suis en train de faire du code. Shoot, je t'écoute, Yvan. Probablement quand même, il va falloir répondre. Dans la logique de ton télescope, Jean-Marc, c'est le haut est en bas, puis le gauche est à droite, ou bien non?
Dans quel sens que tu dois le rectifier? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand ça allume, quand elle se voit d'abord, ça se voit assez vite. Et combien de 92, là, comment tu sais que c'est la bonne? Ben, c'est une lunette avec un coudé. Tu mets pas le coudé quand tu fais ta caméra. C'est une lunette. D'abord, ça se fait comme ça. C'est une lunette sans coudé. Ça veut dire qu'elle est inversée au bas. Comme ça. Comme un Newton. Gauche-droite et au bas. Les gars, maintenant. Non, il n'inverse pas l'image. Lui, non, non. La lunette inverse l'image. Si tu as un coudé, peut-être une lunette, je suis cassé. Si tu as un coudé, c'est gauche-droite. Si tu n'as pas de coudé, mettons, avec une lunette ou un Newton, tu n'as pas de coudé là-dessus. C'est inversé comme ça. Je t'ai sauvé. Elle est sauvée dessus, celle-là. Parce que tu as un coudé. Et quand je vais arranger mon foutu clavier, je vais te le faire. Il inverse la chose. Le coudé, ça va tirer de bord, c'est là qu'il reste le document. Il est ici au bas, mais ton gauche-droite reste inversé. Mais ça, c'est plus du fignolage que de la vérité parce que gauche-droite, en haut, en bas, 99% des gens ne connaissent pas la vraie. Ah, ben oui. Tu sais quelque chose, comment ils appellent ça, la galaxie de la baleine? J'ai jamais vu quelqu'un la faire avec la petite galaxie par en bas. Oh, mais comme il disait tantôt, Normand, à un moment donné, c'est toi qui l'as fait, tu la mets dans le sens que tu as envie. Exactement. Ben, c'est où ta tête dure. C'est pas la première fois que tu est à l'envers et gauche à droite. C'est live, bas, avec l'angle. Tu sais, mais encore une fois, mais tu sais quelque chose? Moi, je reste sur le principe de si lui, il aime ça que sa lune, et, le croissant, il est comme ça à l'horizontale, l'ami, vas-y, let's go. Si tu aimes ça, tu vas faire des bonhommes sourire avec ta lune, fais qu'est-ce qui te rend heureux, juste fais. Moi, c'est ça que je trouve qui est plus important, que tu fasses. Exactement. On ne sait pas dans quel... Par là, c'est 13 milliards d'années-lumière. Par là, c'est 13 milliards d'années-lumière. Par là, c'est 13 milliards. Par là, c'est 13 milliards. Mais on n'est pas au centre. Donc là, c'est rendu à ce point-là, une fois qu'on croit à ce genre de trucs-là, il n'y a plus d'en haut et en bas dans l'espace, comme Sébastien l'a dit. C'est partout, c'est en haut. De tous les côtés, c'est en haut. Tous les côtés, c'est en haut. Là, on connaît en haut et en bas parce qu'on vit la gravité par rapport à la Terre. Il y a deux cas. La lune est bien importante. C'est comme ça qu'on la voit. Et quand tu as des photos de grand champ où tu regardes des constellations complètes comme Orion, et là, Orion, quand on est la tête en bas, on la reconnaît une fois. Oh oui. On continue. Est-ce que quelqu'un sur Zoom a une question? Parce que là, les gens de Zoom aujourd'hui, ils sont-ils là? Ils sont-ils pas là? À part Mme Lynn Grégoire? OK, ils sont Clair et limpide. clairs et limpides. Les amis à la salle? C'est pas grave, je vous ai dit 9h30 parce que je savais qu'il y avait plein de questions. Lynn qui dit merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Lynn. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais c'est avec quoi que j'ai commencé ma présentation ce soir? C'est l'important, puis je le dis encore avant qu'on termine, ça, c'est vraiment la chose qui est importante. Il n'y a pas de le logiciel que ça prend. Il n'y a pas de logiciel. Ben, il y a des logiciels que je ne dis pas parce que c'est comme des conneries, là. Mais il n'y a pas une façon seule de le faire. Comme il l'a dit maintenant Normand, le stretching, tu vas écouter 200 personnes, puis tu as 200 façons de le faire. 200 bonnes façons. Ah ouais, c'est 200 façons de le faire parce que, exact, parce que ça va, puis bizarrement, quand ça arrive à la fin, le résultat est à peu près toujours le même. À part quelques teintes de rouge qui sont différentes, mais moi,
quand j'ai commencé à faire du narrowband, hydrogène, c'était vert, soufre rouge, oxygène bleu. La palette de Hubble. Mais là, à un moment donné, je suis tombé sur un site d'un gars. Il te donne comment ils appellent ça? Un simulateur de palette de Hubble. Quand tu changes les couleurs, les différents filtres, tu les mets dans différentes couleurs, le genre de résultat que ça donne. J'ai fait le saut. J'étais comme, oh shit, ok, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui voit le monde comme Abdel le voit. Oh my God, ok. Puis quand j'ai commencé à jouer avec, j'étais comme, oh, un nouvel horizon qui s'est ouvert devant moi. Pourquoi? Parce que à la place de voir toujours les mêmes photos avec les mêmes couleurs, tu es capable d'aller chercher, toi là, comment que toi tu la trouverais belle. Parce qu'une fois que tu me dis, tu vois, la zone dorée, c'est là où il y a beaucoup d'hydrogène alpha. OK. La valeur, si on peut dire scientifique derrière ça, elle reste là. C'est juste, j'ai décidé la couleur. C'est pas, merci, exactement. C'est juste moi qui ai décidé que l'hydrogène alpha, là, quand il est mélangé avec de l'oxygène, ça donne du doré. Puis moi, j'ai décidé que c'est mauve à la place, parce que moi, j'aime ça le mauve. Ben, let's go, mon chum. Fais ça. Oui. Pas juste essayer de reproduire la façon la plus scientifique que c'est pas vrai que c'est scientifique. Parce que si quelqu'un te dit que quand tu mets hydrogène mauve, c'est pas scientifique, bien mon chum. Vraiment, c'est parce que c'est pas quelque chose. Si je le sais d'avance, ta couleur, t'as pris c'est quoi? Ce filtre-là, tu l'as assigné à quelle couleur? Je suis correct. Je suis capable après ça de faire le reste de la déduction tout seul. Parce qu'objectivement, l'hydrogène alpha, c'est rouge. Oui. À notre œil, il y a nous autres, c'est rouge. Mais dans la palette de Hubble, c'est vert. Oui. En partant, c'est comme ça. C'est pas scientifique partout. Dans le fond, c'est comme un. C'est pas que c'est pas scientifique. C'est pas que c'est pas scientifique. Exactement parce que tu es capable encore de savoir, vu que c'est vert, quand c'est vert, c'est l'hydrogène alpha. Merci, au revoir. J'ai plus besoin de rien savoir d'autre. Oui, parce qu'il y avait deux rouges. Rouge, puis plus rouge encore. Exact, parce que soufre aussi, c'est rouge. Tu peux voir ça aussi comme un graphique avec plusieurs courbes. Ils ont chacun deux couleurs. Ouais. Tu as la référence en bas. Les couleurs ne veulent rien dire. C'est juste pour séparer. Exactement. La couleur n'a aucune valeur dans la science. Oui, c'est vrai. Absolument, alors que la Lune, elle n'a pas de couleur, mais quand tu joues avec le blanc, tu es capable d'avoir quelque chose de... Oui. High Dynamic Range. Le HDR, c'était pas correct en astronomie parce que ça représentait pas scientifiquement la réalité. Je trouve que les gens qui sont super bêtes quand HDR, why not? Ça reste à loisir. C'est comme ça revient au débat du départ. Des logiciels à 25 000 $. C'est bien, mais à la fin de la journée, on va tous rentrer chez nous, puis on va tous avoir une vraie vie. Il n'y a personne qui gagne sa vie en faisant de l'astronomie ici. Personne. Je dirais quelque chose parce que je regarde un peu le monde académique. Vous passez la tête 8 fois plus que ce que les académiciens se la cassent par rapport à l'astronomie. Eux autres, les techniciens qui font ça dans le coin. Et à un moment donné, ils vont analyser les résultats. Les clenchers, mais pas à peu près, ils sont assis sur la Mais attends, ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, puis je le redis encore une fois aujourd'hui. Le Event Horizon Telescope, quand ils ont commencé à faire le traitement d'image de leur foutu trou noir, les astronomes professionnels, ils n'étaient pas capables de le faire. Ils se sont retrouvés à poser des questions aux astronomes amateurs qui faisaient de l'astrophotographie. Ils ne leur disaient pas sur quoi ils travaillaient, mais ils leur posaient des questions, ils leur envoyaient une batch d'images, puis ils leur disaient « Traitez-nous une image qui ressemble à ça, s'il te plaît. » Les gars, ils se mettaient dessus, puis ils traitaient l'image, puis ils leur disaient « Ouais, mais pourquoi, comment toi t'es arrivé à ce résultat-là? »
Ah, mais moi, j'utilise pas ça, puis ça. C'est vrai. Pourquoi? Parce que lui, il a une caméra, il est habitué de travailler avec un télescope de 10 mètres de diamètre, avec un signe qui est parfait, avec une humidité qui est parfaite, avec une caméra qui a des pixels de 25 microns et qui refroidit à moins de 100. Toi, tu travailles avec juste dire quelque chose. Les premières caméras d'astrophotographie numérique, c'était des webcams. Donc là, l'astrophotographie amateur, c'est des démerdeurs, s'il vous plaît. Fait que, moi, je dis, on clenche n'importe quand, 7 jours sur 7, 10 amateurs, là, des astronomes professionnels, là, on déclenche n'importe quand dans la journée parce qu'on le fait pour de vrai. Qui ont été pris par Ouais. ont été traités par des amateurs avec pesticide. Effectivement. C'est vrai parce que vous pouvez aller downloader les images de Hubble. Non, vous pouvez downloader les images de Hubble en noir et blanc puis les traiter vous-même. Parce qu'elles sont publiques puis elles sont libres d'accès. Il faut juste dire à la fin, donner le crédit que l'image a été captée par Hubble, mais elle a été traitée par Abdel. C'est la seule chose qu'il demande. C'est de dire que l'image a été captée par Avec mon Nexstar 6 en direct de Laval. Pourquoi pas? C'est mon balcon. Puis j'avais pas de guidage en plus. Let's go! C'est génial. Un soir de pleine lune. Un soir de pleine lune, let's go. En hiver, je l'ai pris en hiver. Excellent. Merci d'avoir été là. J'espère que ça a été à la hauteur de vos attentes. Puis je sais qu'il en manquait encore plus. Là, on est en train de planifier, comme je vous ai dit, l'année prochaine. Si vous me dites que la demande, elle est là, ça ne me dérangera pas de faire un genre de 4 soirées d'affilée. C'est un mois d'astrophotographie. Puis de venir là, puis de vraiment prendre un temps, puis là, on va mettre une pause à la fin de la soirée, peu importe combien de temps que ça prendra, puis on continuera la semaine prochaine à là où on a arrêté. Puis tu sais, de faire vraiment toutes les étapes, une par une, puis expliquer vraiment chaque petit glissoire que je fais, pourquoi est-ce que ce glissoire-là, quand on le bouge, il donne quoi comme résultat, ce poussoir-là? Puis là, après ça, tu te donnes, moi, ça ne me tente pas de le bouger. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment gagner beaucoup plus dessus, tu sais, donner plus de détails et tout. On serait capable de le faire l'année prochaine. De toute façon, occuper des soirées, c'est ça que nous autres, on veut faire. C'est que on veut les occuper par les choses qui vous intéressent. On est des biologistes, c'est biologiste. Effectivement. Mais comme je dis, si l'intérêt est là, puis il y a assez de personnes qui me disent « Ah ouais, Abdel, ce serait vraiment bien. » Ben moi, je suis d'accord. Je dirais que je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que c'est un grand violoniste, puis on n'est rien du tout. Il y a quand même, comme tu disais, Jean-Marc, des lignes de conduite, des recettes. Appelons ça comme on veut. Des lignes de conduite, tu peux faire des choses avec ce que Roger va nous apprendre, ce qu'Abdel nous apprend, puis tu peux avoir beaucoup de fun. Tu te dis, merde, c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse, puis là, ça va beaucoup mieux. Et finalement, en bout de ligne, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Tu sais, les 2 premières photos que j'ai faites, j'étais très, très impatient, puis je ne connaissais rien. Mais si tu savais le temps que j'ai pris pour faire ces 2 photos-là en traitement, là, un jour, je les referai là, avec ce que j'ai appris. Ah, absolument. J'ai passé une semaine dessus. Mais sans rien comprendre, j'ai pris Deep Sky Stacker, j'ai pris Photoshop et Pixelsight, mais sans rien connaître de ces programmes-là. Je faisais sur les boutons à droite et à gauche. Hein, de quoi? Tu peux nous présenter ton expérience un soir. Oh mon Dieu. Non, mais ça déjà une version. C'est que je me souviens même plus exactement les moves que je faisais. J'ai fait comme un gars qui tâtonne, tu sais, caressait erreur. Je faisais une affaire. Ah, c'est pas beau. J'aurais honte un peu parce que Photoshop, je sais juste faire des slides. Tu sais, les graphiques à droite et à gauche, c'est tout ce que je sais faire. Mais à force d'essayer des choses, à un moment donné, je peux vous montrer des choses, là, mais
on veut d'abord laisser Abdel montrer le stock. Là. Wow. T'as pas le choix. T'as pas le choix. J'allais venir te chercher chez Brigitte. Moi, je m'en fous. Moi, je suis un déglingo, moi. Vous me connaissez. Puis même si ça nous paraît comme ça, on trouve vraiment des lignes de conduite pour faire des petites choses. Puis, ah oui, c'est le fun. Avec les 2 premiers cours de Roger Ménard pour avancer. J'ai réussi à faire la Galaxy M33, puis je suis bien content. Oh oui. Écoutez, là, aujourd'hui, je ne vous ai pas montré des masques. Je ne vous ai pas montré c'est quoi game. Mais ça, c'est des choses que si je vous aurais... Comme, oh, OK. Puis là, tu es capable de viser juste ça. Ah, OK. Je ne vous ai pas montré les curves pour changer les couleurs seulement. Moi, je veux augmenter le bleu. Ça, c'est une région qui a beaucoup de bleu dedans. Je vais l'abuser un peu, le bleu. Allez, let's go, un peu plus de bleu. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu faire. Mais c'est juste qu'en 2 heures de temps, jamais on aurait temps en 2 heures de temps de le faire. Comme je vous ai dit, moi, généralement, ça me prend 4 heures, puis ça me prend plusieurs 4 heures pour une seule image. Tu veux faire une achaïque au complet en 1 heure. C'est ça qui est difficile. Et même une achaïque, achaïque, c'est une journée au complet qui passe sur PixInsight. C'est une journée au complet qui passe. Fait que, tu sais, c'est pour dire que, tu sais, exactement. Oh, puis ils essayent de passer sur tout. Donc, merci d'avoir été là. Donc, c'est le temps de la pause. 10 minutes avant la fin pour 10 minutes de pause. Hein? Je suis bon, je suis pas bon.